Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, on va d'abord vous présenter nos excuses pour la semaine dernière. Il y avait de l'actualité, donc on a préféré laisser tous nos auditeurs regarder le vibrant match de Tsonga plutôt que de les perturber avec nos jacasseries inutiles. Ce soir, on en profite pour faire une grosse récap très très complète sur tout ce qui s'est passé à Roland-Garros, avec des titres qui suivent comme ça. Alors, chez les femmes, Serena écrase la concurrence. Wawrinka, le grand Suisse. Les tops et les flops du tournoi. Et en fin d'émission, les analyses de nos... Enfin, elles ne seront pas qu'en fin d'émission, les analyses, elles seront tout de suite maintenant. On va donner la parole à tout le monde dans quelques secondes. Mais ce qu'ils ont vu tactiquement, qu'est-ce qui a un peu changé par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'ils ont vu des schémas tactiques différents? Est-ce qu'ils ont vu l'utilisation d'un coup chez les hommes ou chez les femmes? Ils vont nous décortiquer ça à la loupe. Parce que certains ont eu de la chance, ils sont allés plusieurs fois, je donne pas les noms, mais ils sont allés plusieurs fois à Roland-Garros dans des places extrêmement bien placées, les vénards, donc ils vont pouvoir nous dire ce qu'ils ont vu de très très près. Allez, c'est parti! Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Allez, on va commencer tout de suite par les finales, parce que c'est tout chaud, c'est tout frais, c'était il y a 2 jours. On va commencer par la finale, 3 jours, pour la finale dame. On va commencer par la finale dame, Serena Williams contre Lucie Safarova, excusez-moi. Qui veut commencer? On va dire bonjour, non? Déjà, on n'a pas eu le temps de dire bonjour, là, pour les autres. Excusez-moi, je vous coupe la parole et tout, je perds les habitudes, moi. Les bonnes habitudes. Je t'en prie. Donc oui, c'est Guillaume, là, ça faisait un petit moment que j'étais, 2-3 semaines que je n'étais pas passé. Oui, donc on peut commencer effectivement par la finale. J'ai eu la chance puisque je me dénonce, étant donné que j'ai assisté à pas mal de jours de la quinzaine, et j'étais notamment au final et donc à la finale femme. Et effectivement, comme l'a dit Karl, comme tu l'as dit, elle écrase tout le monde, Serena. Ce qui a été impressionnant, c'est de voir qu'elle a justement écrasé tout le monde alors qu'elle était blessée, elle était malade, elle était vraiment pas bien. Ça s'est vu sur le terrain tout au long de la quinzaine et encore dans les derniers tours. Voilà, mais on a eu quand même un beau match, à mon avis, du fait qu'elle n'était pas à 100% physiquement. Et du fait aussi que Safarova a joué avec intermittence, mais elle a eu une bonne période pendant la finale. Donc, heureusement, on a eu un peu de spectacle. Je pense que Serena, à 100%, aurait gagné en 2-7 très sèchement. Enzo, à toi. Enzo pour Karl. Allez. Bon, tu veux pas parler? T'es timide? Bon, je rejoins tout à fait Guillaume dans le fait que finalement c'était bien qu'elle soit malade parce qu'on a pu voir un peu de tennis, mais en même temps les seules fois où elle pouvait jouer un petit peu, où elle conservait toute son énergie, elle a été au-dessus, bien au-dessus, et finalement on a vu Safarova complètement se lâcher. Elle était un petit peu tendue, normal, première finale de Grand Chelem. L'arrivée d'Enzo peut-être? Non. Bon, c'est pas grave. Bon, on va peut-être continuer parce que je sens que ça. Oui, ça me perturbe, moi, en tout cas. Voilà, ça nous perturbe. Donc, continuons comme on avait commencé. Donc, elle a quand même très bien joué quand elle était perdue pour perdue, c'est-à-dire menée 4-1 au deuxième.
c'est là où le bras se lâche et on voit quand même une très 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 belle joueuse. Et on peut dire encore une chose, hein, c'est qu'on a un tennis tchèque féminin et masculin qui est quand même une très très belle école de tennis avec un tout petit pays. Et on a au moins 4 filles qui sont dans les 30 premières, peut-être même dans les 25 premières. Et c'est quand même assez exceptionnel. Et on a vraiment des joueuses qui sont aussi un peu toutes différentes, mais on peut voir surtout, pour moi, ce que je vois chez ces filles, c'est la possibilité c'est la possibilité de faire des coups souvent assez exceptionnels. Parce qu'on a vu Safarova prendre la balle très tôt, aller le long de la ligne en coup droit en revers, faire des coups droits décroisés. Elle a fait quand même de très très jolis coups de tennis. Aussi, on l'a vu tactiquement être capable de déplacer Serena, de faire de très 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 beaux amortis. Elle a vraiment du tennis. C'est une joueuse qui est assez âgée finalement, hein, puisqu'elle a déjà 28 ans, mais elle a eu du mal à éclore, elle était très nerveuse. Et là, elle a été un peu touchée par la grâce dans la quinzaine, et tout ce qui ne rentrait pas d'habitude, est rentré. Et c'était assez exceptionnel. Elle a fait de très très beaux matchs. Et moi, c'est une chose que j'ai toujours bien aimée. Je l'avais bien aimée à Wimbledon l'année dernière. Je l'avais vu jouer un très très beau match contre Kvitova. Les deux consoeurs de l'équipe de Fed Cup, qui a gagné quand même 3 Fed Cup en 4 années. Donc on peut voir que la qualité est là. Et en fait, c'est une chose qui m'a plu. Je pense que si elle était un petit peu plus physique, ce serait mieux. Mais en même temps, ça passe bien. Quand elle joue bien, c'est très très bien. Puis bon, on voit aussi que son service de gaucher slicé a fait des ravages quand elle a eu à l'utiliser, surtout pour revenir dans le second set. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu la chance du coup de voir pas mal de matchs féminins. Donc pour pas trahir de secret, en fait, sur les 15 jours, je suis allé à Roland-Garros 6 fois cette année, donc ça m'a permis de voir quand même pas mal de joueurs. Record battu ou pas? Record battu, ouais. Record battu. J'ai regardé justement, j'ai vérifié en 2012, j'en avais fait 5. Donc là, j'en ai fait 6. Et je remercie la Ligue du Languedoc, évidemment, voilà, qui se reconnaîtra. Non, donc du coup, pour prolonger ça, en fait, donc Serena, je l'ai vu 3 fois. Donc c'est intéressant parce que du coup, vraiment 3 fois avec des adversaires différentes. Et Safarova, je l'ai vu jouer contre. J'ai vu les demi-finales femmes aussi jeudi. J'ai vu contre Ivanovic. Ivanovic qui était vraiment bien parti dans le match, qui avait été solide, qui avait trouvé une tactique pour la bloquer un petit peu sur le revers, qui lui jouait un petit peu long, qui lui laissait pas trop d'angle. Et ce que j'ai apprécié, c'est pour ça que je rejoins ton analyse. On va peut-être pas décrire le jeu de Safarova pendant 1h30, mais elle a su un petit peu s'affranchir de ce que le rythme lui proposait Ivanovic. Et voilà, elle a réussi à prendre la balle tôt. Et j'ai constaté que parmi quand même les joueuses du top 20 mondial, c'est une de celles qui le fait le mieux quand elle en a la possibilité. C'est-à-dire que quand elle peut prendre la balle tôt, autant en revers qu'en coup droit, derrière, ça part à une vitesse, elle trouve des angles extraordinaires. C'est aussi dû évidemment au fait qu'elle est gauchère. Le service, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment contre Ivanovic, elle l'a énormément sorti du terrain. Voilà, moi le petit bémol que j'ai eu, c'est que je l'ai trouvé bien meilleur contre Ivanovic que contre Serena. Alors Ivanovic, évidemment, elle a été beaucoup plus régulière, donc c'est plus facile de se régler que Serena qui a alterné les hauts, les bas, etc. Donc très compliqué de se régler. Par contre, à un moment donné, quand elle est revenue à 1-7 partout, c'est dommage qu'elle n'ait pas insisté parce que Serena était pas bien physiquement, tout simplement. Et je pense qu'au lieu de jouer le bras de fer du fond du court, elle aurait vraiment pu essayer de varier au service, elle aurait pu essayer d'aller chercher des angles, de prendre un peu des risques sur les côtés, des cours croisés, etc., qu'elle avait pas mal fait les tours précédents et qu'elle a absolument pas fait contre Serena. Elle a pas fait une amortie du match, elle a fait beaucoup moins de décalage, etc. Donc voilà, mais de toute façon, c'est quand même mérité pour Serena. Et je terminerai en disant que
Bah pour Serena, puisqu'on avait fait le début en début de saison au mois de janvier, on avait pronostiqué. Moi, j'avais dit que je la sentais faire le Grand Chelem cette année, que c'était l'année ou jamais, et que les 2 tournois les plus difficiles pour elle à remporter, ce serait l'Australie et Roland-Garros. Maintenant qu'elle les a dans sa besace, franchement, je vois pas ce qui peut lui arriver à l'US Open. Ça, c'est, enfin, sauf voilà. Et à Wimbledon. On va avoir la réponse très vite de toute façon, mais si elle est en deuxième semaine, je la vois mal s'arrêter. Vers le Grand Chelem et ça serait magnifique parce qu'en plus elle peut faire le Grand Chelem et en même temps elle égaliserait Steffi Graf avec 22 titres si elle gagnait l'US Open dans 3 mois. Donc même si on a le temps, voilà, Wimbledon on y est presque. Hein, c'est dans même pas 2 semaines, dans moins de 2 semaines. Oui, oui, bon, c'est vrai, mais en revenant un peu sur la finale, tu dis que tu as trouvé Safarova un petit peu moins bien que contre Ivanovic. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Mais enfin, on peut quand même dire on a vu au départ quand elle est arrivée sur le terrain, elle était un petit peu pétrifiée. Elle avait quand même elle était un peu gantée de plomb. Ouais, complètement. On la sentait quand même très très mal. Et pourtant, on voit qu'il y a une fille qui sourit, qui est assez légère, et là, elle était un petit peu ses premières finales de Grand Chelem. Elle a 28 ans quand même. Hein. C'est pas comme, par exemple, j'imagine que Eugénie Bouchard en finale, l'année dernière, elle avait moins de soucis. Parce qu'elle a 19 ans, elle arrive, elle se pose pas de questions, elle envoie, quoi. À 28 barreaux, elle sait très bien que elle n'en aura pas tous les jours et qu'elle a aussi beaucoup attendu. Beaucoup trop, peut-être. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, contre Ivanovic, elle n'avait pas démarré de la meilleure des manières non plus, si tu veux. Ivanovic était en tête et elle doit gagner le premier set. Après, Safarova prend le dessus et c'est terminé. Par contre, non, c'est juste, je trouve, c'est sur le 3e set en fait que j'avais cette réflexion-là. Elle a été clairement moins bien au 3e set au moment où ça pouvait tourner. Safarova, c'est ce que j'ai pensé. Et Serena, effectivement, a été plus solide. Elle a montré plus de volonté et puis elle mérite son titre. Il n'y a pas photo. Mais c'est vrai que Safarova, je pense que peut-être en sortant, elle a un petit regret parce qu'elle se dit finalement, j'aurais peut-être pu prendre une fessée en 2-7 et je gagne le 2e, mais derrière, elle se retrouve à un 7 partout. Bon, qu'est-ce que je fais voilà, elle a un peu hésité, elle a pas trop modifié 2-3 choses. Voilà. Bon, je dis pas qu'elle aurait forcément gagné, mais ce qu'elle avait montré contre Ivanovic quand elle avait pris le dessus, elle aurait peut-être pu le retenter. Je te dis là, c'est ces décalages de varier jeu, de sortir un peu plus Serena du terrain. Bon voilà, je trouve qu'elle l'a pas fait au 3e set. Voilà, c'est un petit regret, mais enfin c'est pas plus méchant que ça. Ouais, mais enfin là c'est là où on approche vraiment ce qu'est le tennis. C'est-à-dire à quel moment on est capable de jouer au tennis à son meilleur niveau, de prendre des risques. On reviendra très certainement sur la finale de Wawrinka, ce qui va permettre d'illustrer cette chose-là. C'est à quel moment on est capable de jouer au tennis. Est-ce que jouer au tennis, c'est se dire j'ai rien à perdre, je tente tout, à 4-1 dans le 2e set, et puis finalement tenter et réussir et se prendre au jeu, et ne pas avoir de pression parce que de toutes les façons on a quasiment déjà perdu et on sent quasiment la chaleur de la douche sur son dos. Ou alors, c'est quand il y a un partout et qu'on est mené 15-40 sur son service et où là, il faut prendre des décisions aussi pareilles et ne pas avoir peur de sortir la balle, sinon on perd le jeu. C'est aussi là où on voit les vrais champions qui sont capables de maîtriser ces instants qui sont les plus importants du tennis, les balles de break pour ou contre. Et on a vu notamment un garçon comme Nadal à son meilleur. Pour moi, c'était bien plus qu'un Federer, quelqu'un qui était capable de casser son adversaire parce qu'il arrivait à se sortir toujours avec un très bon plan de jeu, des balles de break et d'arriver à hisser son jeu au moment les plus importants. Moi, je place un peu le tennis comme le basket avec le garbage time. Quand on est mené 5-0 et qu'on marque un jeu, pour moi c'est du garbage. Ça veut rien dire. Alors que quand on est à 6-5, 0-40,
Là, on est dans le vrai money time. Parce que là, c'est là où il y a la vérité du terrain, et c'est là où il y a la vérité d'être capable de contrôler ses nerfs et de jouer son meilleur tennis techniquement, tactiquement, physiquement. Et je pense que c'est ce qu'elle n'a pas encore. Ça reste une joueuse qui est entre les 15 et les 20, même si lundi, elle était classée 7e, ce qu'elle mérite totalement. Puisqu'en plus, elle fait une très belle finale de double derrière et que le lendemain, elle gagne le double. Ça veut dire que c'est une joueuse complète qui sait servir, qui sait retourner, qui sait attaquer. Donc voilà, mais je pense que là, on a vu les limites entre une très grande championne comme qui perd le deuxième set, d'accord, au tie-break, qu'elle maîtrise mal, mais qui sait revenir et qui sait après, on va dire, marquer au fer rouge son adversaire et lui faire perdre ses moyens et de faire aussi que la victoire devient quasiment impossible. Et je pense que c'est ce que les joueuses ont en ce moment en tête face à Serena Williams, qu'elle soit sur une jambe ou sur les deux, quasiment, elle pourrait même être en fauteuil roulant. Tout le monde se poserait des questions pour la battre. On peut d'ailleurs, bon, j'arrête là, je fais un long monologue là. Guillaume, t'es toujours là? Ouais, bien sûr. Non, mais je suis assez pas tué l'ennui, ça va. Donc. Je suis assez d'accord avec. Mais je suis assez d'accord. On peut, par exemple, on peut prendre le match avec Timea Bacsinszky, même si on parlait de la finale. Ouais. Timea Bacsinszky, elle la voit qui boite. Pourquoi elle lui fait pas des amortis? Tu boites, t'es pas sur le terrain, tu peux pas rentrer sur le terrain, bah je te fais des amortis dans le temps. Après tout, seule la victoire est jolie. Si je dois gagner en faisant 50 amortis, je te ferai 50 amortis. Et pourquoi essayer de... Non, parce qu'on a vu qu'à un moment, elle s'est prise les pieds dans le tapis toute seule. Moi, je pense que celle qui a le plus de regrets, plutôt que Safarova qui joue une finale dont elle perd le premier set, c'est vraiment Bacsinszky qui gagne le premier set et qui est en tête dans le deuxième et puis qui craque complètement au troisième. C'est plutôt ça... Et là, on voit aussi la force d'être numéro 1, la force de gagner des matchs, la force de savoir gagner des matchs dans lesquels on est mal. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Le vrai champion, il est là, il gagne. Le vrai champion gagne pas quand il vole, il gagne quand il se traîne comme une limace. C'est là où il est encore capable de gagner. Et c'est là où on voit bien toutes les différences entre les joueurs. Ouais, ok. On va peut-être passer à la suite, non? Parce que du coup, l'heure tourne. Ben oui, on a le temps aujourd'hui et on peut parler de tout ce qu'on veut. Alors, tiens, on va balancer tout de suite, on va parler de la finale des hommes. Voilà, par exemple. Bonjour. Allez, en avant, la finale des hommes. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est un match qui t'a plu déjà? Ouais. Bon, pareil, donc j'ai eu la chance de le voir en vrai, en live, bien placé. Bien placé? Non. Très bien placé. Très bien placé. Très bien placé, effectivement. Non, mais effectivement, c'est un match qui restera. Ça a été Wawrinka. Alors, voilà, il a joué le tennis qui sait jouer, qui nous fait saliver. Pas pendant 3h30, je crois, qu'a duré la finale, ou pas loin de 4 heures. Un peu moins. Pas forcément au premier set, mais à partir du moment où il s'est réglé à la fin du premier set, début du deuxième, après il a été extraordinaire. La balle de match, elle symbolise ça. Des services qui partent à 210. Djoko au retour sur le tournoi a été impressionnant. En finale aussi, il a très bien retourné, mais derrière, Stan, il a tout tenté. Il lui est rentré dedans comme il l'avait fait, parce que mine de rien, il faut quand même pas oublier que c'est la 5e fois qu'il se joue en Grand Chelem là, depuis 2 ans. Et c'est la 5e fois qu'il y a... Alors là, il y a eu 4-7 ce coup-ci, mais donc Stan a gagné. Mais sinon, les 4 autres fois, il y avait eu 5-7 à chaque fois. Une victoire pour Wawrinka, 3 pour Djoko, mais voilà, c'est des matchs à chaque fois avec des jeux qui se marient très bien, comme évidemment quand Federer joue avec Djoko, effectivement c'est très intéressant aussi, ou Murray quand il joue contre Federer. Murray Djoko, c'est un peu plus ennuyeux, je dirais. Enfin, c'est pas au niveau du jeu, hein. Mais là, Wawrinka Djokovic, c'est extraordinaire parce qu'on a un mec qui rentre dans le court, qui prend tout, qui joue
qui tente tout, et l'autre évidemment qui retourne, qui est sur sa ligne, qui veut pas bouger, qui fait pas de faute, qui retourne hyper bien. Donc c'est super. Les deux ont très bien joué. Voilà, à un moment donné, Djoko a un peu baissé pied dans la finale. Mentalement, évidemment, la dimension de regagner Roland-Garros l'a rattrapé. C'est évident qu'il y a pensé. J'ai eu un peu peur pour Stan aussi parce qu'on s'est rendu compte que dans le quatrième, ça pouvait basculer à tous les points. Donc à un moment donné, Djoko peut reprendre le dessus alors qu'on se demande comment il va faire. Et puis 2 points après, finalement, c'est Wawrinka qui a une balle de break. Et puis après, dans l'autre jeu, c'est Djoko qui peut revenir, etc. Et ça se termine, voilà. Mais c'est en toute logique. Pour moi, sur la finale, hein, pas forcément sur le tournoi dans sa globalité, mais au moins sur la finale, c'est en toute logique que Stan a remporté ce tournoi. Et c'est même, j'ai envie de dire, mais qui eût cru que Wawrinka gagnerait un jour Roland-Garros? Et je parle pas, je vais pas dire il y a 10 ans, mais même il y a 2 ans. Qui eût cru que Wawrinka pourrait gagner Roland-Garros? Personne dans la planète tennis, je mets ma main coupée, en 2013, personne n'aurait jamais pensé que Wawrinka gagnerait un jour Roland-Garros et que ce serait mérité en plus, de surcroît. Après il faut mettre l'accent sur Magnus Norman. Voilà, je sais pas si après on peut se lancer dans une analyse technique, hein, mais il a rien raté sur la finale, il a extrêmement bien servi, et c'est vrai que Djoko, comme il l'avait déjà fait par exemple contre Cilic l'année dernière à l'US Open, contre Wawrinka à l'Open d'Australie, contre Nadal il y a 2 ans, demi-finale de Roland, contre Federer il y a 4 ans à Roland, il est ultra favori sur le match, tout le monde l'attend pour gagner, le public est derrière lui, il a des supporters, et il arrive pas à le faire, voilà. Et je vais pas te dire parce qu'il est énorme dans ses qualités mentales, il aurait pas gagné 8 titres du Grand Chelem s'il les avait pas, mais quand même ça fait plusieurs fois qu'il rate la petite dernière marche de fin, et là il l'a raté une fois de plus. Après il faut pas non plus oublier que Wawrinka il est impossible à taper quand il est à son meilleur niveau. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors je sais pas, quelqu'un m'a dit que Wawrinka était impossible à taper quand il est à son meilleur niveau. Oui, mais ce qui est, ce que je trouve fou justement, c'est que ce qui est fou, c'est qu'on se dit ça maintenant d'un joueur qui a 30 ans et qui a 1 an et demi était considéré comme un loser. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on dise Wawrinka, effectivement, quand il est à son meilleur niveau, on se demande s'il n'est pas impossible à taper, mais il y a 1 an et demi. On le disait, d'ailleurs, on s'en est parlé dans la semaine. Quand je t'ai dit, contre Tsonga, je t'ai dit, il est injouable, et tu m'as dit, non, il est pas injouable, mais il est injouable. Non, il n'était pas injouable, parce que Tsonga, il peut gagner 2-7 à 1. Ouais, mais le truc, c'est il peut, à ce niveau-là, comme j'étais en train de le dire dans le vide tout à l'heure, pour moi, le grand chiffre de la finale, c'est 1, c'est-à-dire 1 mètre. Le mètre qu'il utilise pour faire reculer Djokovic. Djokovic, il est collé à sa ligne. Pendant toute la finale, il est 1 mètre derrière sa ligne, voire 2. Ouais. Et ce mètre, c'est ce qui lui a, c'est ce qui l'a fait perdre. Ce mètre, c'est ce qui l'a fait perdre. Pas seulement, mais c'est ce qui lui a fait perdre ses moyens, c'est ce qui lui a fait perdre son contrôle, c'est ce qui a fait que la balle revenait moins vite, c'est ce qui a fait que les angles étaient moins bons. C'est ce mètre-là qui était très important. Et ce que je disais dans le vide, en pensant que c'était toi qui avais été coupé et pas moi, c'est que je disais que Wawrinka m'a fait penser au Henri Lecomte des années 85-88, qui était capable aussi de jouer un tennis extrêmement agressif, extrêmement près des lignes, et un tennis supersonique. Parce que là, je pense qu'on peut dire que c'est supersonique. Je ne sais pas si tu as parlé de la lourdeur des balles aussi, qui avantage Wawrinka maintenant, surtout à Roland-Garros. Bien sûr. Mais c'est clair que la lourdeur des balles et la puissance qu'il a, c'est quand même incroyable, parce qu'il n'est pas non plus monstrueux. Parfois, on a l'impression qu'il a un peu le physique du pêcheur du coin, hein, Wawrinka. Il a un peu, par rapport à des Murray ou des Djoko qui sont secs, qui n'ont pas un pet de graisse, ou un Nadal avec une armoire à glace, ça qui est devenu une armoire à glace, ou un Federer qui a quand même une base de jambes
qui est énorme, et même un torse qui est vraiment énorme. Bon, il a des tout petits bras, des flûtes, mais il a quand même un corps, c'est quand même un colosse. Bah, lui, il a l'air un petit peu, parfois on dirait qu'il a un peu de ça, mais il a une puissance, il arrive à générer une puissance avec un geste à une main qui est fantastique. Je pense que la technique était la suivante, la technique c'était on tente tout, quoi. On tente tout à grande vitesse. Ça rate, ça réussit, et on a vu aussi, on se prend en jeu, quoi. Ça réussit, on en met un, on en met deux, on en met trois, et surtout ne pas avoir peur de frapper dans la balle, parce que s'il n'avait pas frappé dans la balle, il était mort. Je suis tout à fait d'accord, sachant que pour corroborer tes propos, il y a des points où effectivement on était dans le stade, donc tu vis encore plus le truc que devant la télé, mais il y a des points où il y a 5-6 frappes comme ça dans tous les sens à 10 cm de la ligne, et tu vois Djoko qui est à la rupture et qui se bat pour rester dans le terrain, et tu te dis même si c'était pas Djoko, le mec il serait mort, quoi. C'est parce que c'est Djoko que ça dure un peu plus longtemps, que les jeux sont quand même un minimum accrochés, etc. C'est-à-dire là, Wawrinka, ce jour-là, effectivement, il apparaît imbattable. Mais moi, c'est ça que je veux dire, c'est que ce qui est fou, c'est que Stan Wawrinka apparaisse imbattable à 30 ans à Roland Garros en finale, quoi. Un mec qui avait jamais passé les quarts de finale avant à Roland Garros, qui avait encore perdu l'an dernier au premier tour, qui avait fait une saison la moyenne sur terre, qui peut faire très bien et pas bon. Donc c'est ça, de le voir injouable en finale de Roland Garros, en quart et un degré moindre en demi, c'est ça qui est incroyable. Et donc voilà. Rappelle-toi, on l'avait dit que cette année, les deux grands, on avait un peu écarté Federer, mais on avait dit il y a 2-3 mois que les deux mecs qui allaient vraiment poser problème à Djoko, ce serait Murray et Wawrinka. Ouais, bien sûr, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, numéro 5. Et quelque part, Wawrinka, on s'en fout de savoir où il est classé, parce que pour moi, c'est le vrai numéro 5. Je crois qu'il y a William là qui veut dire un truc. Non, mais juste pour dire que j'étais d'accord avec Karl que salut Karl, juste pour dire que avant Roland Garros, on avait dit s'il y a une personne qui peut battre Djokovic, alors oui, si les planètes sont alignées, si tout se passe bien, on l'avait dit, il y en a qu'une, c'est Stanislas Wawrinka. On l'avait dit Federer, il peut pas. Nadal, il sera trop court. Murray, il peut peut-être l'embêter, mais il sera court aussi cette année. Et on avait dit, il n'y a qu'une personne qui peut le taper, c'est un Wawrinka de gala. Voilà. Et ben, on a une autre Wawrinka de gala. Alors. Et Wawrinka, voilà, l'année dernière, c'est un mec qui perd au premier tour à Roland Garros. Cette année, il perd en quart de finale à Genève. C'était normal qu'il perde en quart de finale. Il n'était pas question qu'il gagne le tournoi et qu'il se présente HS au premier tour de Roland Garros. Stratégiquement, c'était une évidence. J'ai un copain qui est allé le voir, il m'a dit « Oh, je crois qu'il va gagner ». Je lui ai dit « Non, moi je crois qu'il va perdre ». Ouais. Je crois qu'il va perdre parce qu'il faut qu'il perde. Il faut qu'il perde pour pouvoir gagner après à Paris. Mais comme dit Wawrinka, comme dit très bien Wawrinka, quand... Les garçons, on se quitte 2 secondes, on a le journal qui arrive et on se reprend tout de suite après. Ça va durer 45 secondes. Ok, le journal. Le journal, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous. Les salariés de l'équipementier automobile C2FT retiennent depuis ce matin 2 dirigeants pour réclamer de meilleures conditions du plan de sauvegarde de l'emploi. L'entreprise installée à Andrézieux-Boutéon dans la Loire est actuellement en cessation de paiement. La trentaine de salariés qui ont bloqué l'accès au site réclament notamment que la maison mère, la société industrielle et financière de Courcelles, basée à Nogent en Haute-Marne, participe davantage sur le plan social. C'est un seuil symbolique qui vient d'être franchi et qui remet un peu plus en question le plan de la Commission européenne pour répondre à la problématique de l'immigration clandestine. Plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe, alors qu'encore le week-end dernier, quelques 6 000 migrants débarquaient sur les côtes italiennes. Depuis le début de l'année, 54 000 personnes sont arrivées en Italie, 48 000 en Grèce, 91 sur l'île de Malte et 920 en Espagne. Précision faite par le porte-parole du HCR. La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris ce mardi matin un arrêté préfectoral pour renforcer le contrôle des conducteurs Uber Pov à Marseille. Ainsi, les
personnes qui exercent illégalement la profession de chauffeur de taxi ou de VTC s'exposent à une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Dans la nuit de lundi à mardi, 6 malfaiteurs ont braqué un entrepôt de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont dérobé des palettes de cosmétiques et de parfums pour un butin estimé à 300 000 €. Les braqueurs cagoulés et armés de cutters et de gaz lacrymogène sont arrivés à bord d'un semi-remorque vers 1h du matin. Ils ont neutralisé les employés présents avant de leur faire charger le camion des précieuses palettes destinées à une grande chaîne de magasins de parfums. Les braqueurs ont finalement été arrêtés par la police. Pendant que Manuel Valls annonçait des mesures pour soutenir l'emploi, entre 800 et 1000 cadres de chez Renault Trucks défilaient ce mardi pour protester contre le plan social prévoyant 512 suppressions nettes. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune. Karl. Ouais, on est de retour, on l'a coupé un peu parce qu'on avait envie de parler. Alors, Maître Lévy, on te rend la parole, désolé, c'était le journal. Allez, Maître Lévy, en avant. Ouais, non, ce que je disais, c'est que Wawrinka l'a dit en conférence de presse. Il a pas la régularité des autres. Il peut perdre très tôt dans les tournois. Ce qu'il estime, c'est que quand il arrive à passer les 3 premiers tours, il commence à prendre confiance en son jeu et il fait généralement des tournois pas si mauvais que ça. Et cette année, ouais, bon, vous en avez parlé, mais je suis convaincu il l'a dit dès le début, hein, il a dit dès le début que les nouvelles balles plus grosses convenaient parce qu'il pouvait y mettre du poids supplémentaire. Et on a vu, moi qui étais au stade, je crois qu'Enzo aussi, le son de la balle de Wawrinka, ouais. Le son est c'est un son qu'on entend chez aucun autre joueur. Et d'ailleurs, si on parle du son de Wawrinka, on peut se rendre compte que le son de Berdych, lui, n'est plus le même. Il avait un très très joli son, Berdych, quand il frappait dans la balle, ça partait. Alors. Et maintenant, on entend, c'est moins bien, c'est plus pareil. On voit aussi que Berdych joue un tout petit peu moins bien. Ouais, et c'est vrai. Et franchement, alors je pense qu'on s'en rend moins compte, on s'en rend peut-être pas autant compte à la télévision, mais en tout cas au stade, c'est comme si au son, on ressentait le poids qu'il y avait dans la balle et à quel point c'est dur de tenir l'échange. Et en face, c'est Djokovic, donc parfois il y avait 30 coups de raquette, mais c'était un autre joueur, c'était plié en 4 coups de raquette. Et il l'a eu à l'usure. Il l'a eu à l'usure aussi, Djokovic. En foutant un tel poids dans la balle, il l'a eu à l'usure. Donc, il faut pas oublier que c'est aussi. Oui, il faut pas oublier que Enzo, vas-y. Il faut pas oublier que c'est aussi la victoire de Magnus Norman qui avait déjà fait un travail fantastique avec Robin Söderling. Et qui a fait de Wawrinka un joueur qui est passé dans une autre dimension et qui aujourd'hui, quand il se met à rentrer dans le court, à jouer son jeu, il est absolument injouable. Ouais, et c'est aussi Magnus Norman, enfin quand tu vois quand même l'aspect physique de Wawrinka, c'est le jeu de mettre tout le poids de son corps dans la balle. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu comment il pose ses appuis en coup droit et en revers. Contrairement à Djokovic qui part une fois sur 4 en arrière quand il fait un coup droit et où la balle n'a aucun poids, quand vous analysez un peu les placements de Wawrinka lors de la finale, vous voyez qu'il est posé sur ses appuis et il met tout le poids de son corps dans la balle. Comme un Nadal, comme un Federer. Hein. Et comme un Söderling dans ses grandes années aussi. Ouais, Söderling est beaucoup plus grand. Hein. Ouais, mais c'est un colosse, c'est 1m95. Hein. Ce que vient de dire Enzo, là, c'est assez intéressant, parce que je m'étais fait aussi la réflexion. Effectivement, Magnus Norman, alors on savait pas quand il a entraîné Söderling, là, il y a 6-7 ans. Bon, il était sorti un peu de la sphère tennis, donc on n'avait pas trop de nouvelles de lui. Mais effectivement, là, derrière, il y a un grand entraîneur et je pense qu'il leur donne une confiance. En plus, là, j'ai vu Wawrinka en parler énormément de lui. Là, on voyait que c'était très, très important pour lui. Je pense qu'il leur donne une confiance, première chose, folle.
Effectivement, techniquement, il change quelque chose parce que ça est lié aussi à la confiance, comme Soderling l'avait fait pendant les 2 ans où il a travaillé avec lui. Là, Wawrinka, depuis qu'il bosse avec lui, c'est depuis l'Open d'Australie en fait l'an dernier, il y a 1 an et demi. C'est la façon de rentrer dans la balle, et c'est beaucoup moins par intermittence. On a l'impression que là, Norman, il lui dit en gros, mais vas-y tout le temps. Ne te dis pas je vais le faire une fois de temps en temps, vas-y sur tous les points. Et plus tu vas le faire, et moins tu vas le rater. Au final, c'est la seule façon de battre Djokovic, et on l'a vu. De battre Nadal aussi, par exemple. Alors, ça on y reviendra, parce que moi je pense qu'il y a aussi d'autres façons de battre Djokovic. Et moi, juste ce que je voulais dire, c'est que, parce qu'on a entendu beaucoup parler de Djoko, il était tout prêt, de Tsonga, il était tout prêt, machin, bidule. Moi je suis pas d'accord. Quand vous regardez un peu les grands matchs qu'a dû jouer Tsonga, la finale en Open d'Australie en 2008 contre Djokovic, la demi-finale à Roland Garros contre Ferrer où il passe complètement au travers, je veux dire, il peut pas prétendre Tsonga qu'il aurait pu avoir la même carrière que Wawrinka comme il avait dit l'année dernière. Pour moi, ça passe par gagner des demi-finales en Grand Chelem, et ça passe par gagner des finales en Grand Chelem. Pour l'instant, Wawrinka, c'est 2 finales en Grand Chelem, 2 victoires sur 2 numéros 1 mondiaux. Donc, voilà. Après, c'est compliqué de juger la victoire de Wawrinka face à Nadal l'année dernière. Faut pas oublier les conditions non plus. Je pense qu'un Tsonga... Non, mais les conditions de jeu, moi je suis pas d'accord. Les conditions de jeu sont les conditions de jeu. Quand un joueur se blesse, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il est poussé à la limite, d'accord ? Qu'il est poussé à sa limite physique et qu'elle casse. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là. Oui, puis en plus, les 2 premiers sets, il n'était pas blessé. C'est surtout qu'avant de jouer Nadal en finale, il avait battu Djoko en 5-7 en quart, et après il avait battu Berdych en demi. Donc, ouais, et puis en finale, excusez-moi, mais Nadal s'est blessé qu'au 3e set ou 2e set. Au début de 2e. Et au premier set, il se fait voilà, et Nadal a gagné un set en étant blessé, en imposant un faux rythme à Wawrinka. Donc bon, parfois, voilà, il est quand même resté fort mentalement. Donc voilà, on peut pas comparer Wawrinka à Tsonga, voilà. Non. Il y a 1 an et demi, on aurait pu le faire il y a 1 an et demi. Maintenant, c'est impossible. Exactement. Il y a 1 an et demi, même, on le comparait pas parce que il y a 1 an et demi, Wawrinka, il avait rien gagné et il avait rien fait en Grand Chelem. Et Tsonga, il avait déjà eu des demi, il avait gagné, au Master, il était allé en finale, etc. Il avait été plus présent dans les grands tournois. Donc et là, par contre, ça s'est complètement inversé, effectivement. Mais je pense que c'est pas de comparer en l'occurrence Tsonga et Wawrinka maintenant. Par contre, c'est intéressant de comparer la trajectoire des deux depuis 2 ans. Voilà. De voir ces joueurs qui ont exactement le même âge, je crois qu'ils ont un mois d'écart, de voir un qui a gagné 2 grands chelems en 1 an et demi, 2 Master Series et maintenant qui tape des numéros 1 mondiaux, et un autre qui a collectionné les blessures, les tournois avec intermittence, voilà. Et c'est aussi le choix de carrière. Les entraîneurs, tu vois, voilà, bon. Mais par exemple, j'ai pas vu Wawrinka jouer l'IPL l'année dernière. Hein. Aussi, ouais, bien sûr. Voilà. Ça, c'est des trucs importants, ça. Il manque de rigueur sur ses choix de carrière. Ça manque un peu de rigueur. Par exemple, ça aurait été intéressant de le voir avec un Norman, quand on voit qu'il a joué avec Rachid, qui l'a fait faire des ronds 2 mètres derrière sa ligne. Ça aurait été intéressant de le voir jouer un peu à la Wawrinka en ce moment, à taper, à prendre sa chance tout le temps dans le cours. Et ça aurait été intéressant de voir son évolution. Mais là, des choix de carrière l'ont plombé. Il va faire des tournois, il va se perdre en fin de saison, là où il ferait mieux de travailler ses gammes. Et il manque un peu de rigueur à ce niveau-là, clairement. Donc, faut pas pleurer. Ok, donc là, on va arrêter sur les finales. On va un peu maintenant regarder quels sont vos tops. Alors, on va commencer par les flops. Les flops chez les garçons et chez les filles pour Roland Garros. Quels sont les joueurs qui vous ont agacé ? Quels sont les joueurs qui vous ont déçu ?
Est-ce que je peux commencer, Karl, parce que je vais devoir y aller dans... Ok, bah vas-y, allez, en avant. Allez, je vais devoir y aller dans 5 minutes. Alors, on va commencer les flops. Pour moi, donc il y a Simona Alep, gros flop. Donc voilà, quand même, ça devait être dit. Je vais dire Radwanska, gros flop, mais en même temps, c'est la continuité du flop général de Radwanska depuis un an. Donc voilà. Autre flop quand même, Sharapova. Bon, on attendait quand même mieux. Et donc peut-être quelques tops chez les filles. Bah Ivanovic quand même, qui même si elle a fait une demi-finale complètement catastrophique, a plutôt fait un beau tournoi. Safarova qui va en finale et qui gagne le double dame et qui a quand même montré des belles choses. Et juste moi, bon ok en top, je vais mettre Serena Williams, mais Serena Williams qui m'a beaucoup agacé pendant ce tournoi avec son syndrome grippal où elle arrive à mettre 6-0 au troisième set à Basinski. Voilà. Bon voilà. Et chez les garçons, je vais aller rapidement. Les flops, toujours Dimitrov, hein, qui a quand même perdu au premier tour. Donc c'est voilà. Sinon, les 8 meilleurs joueurs mondiaux, ils étaient là à part Berdych, donc on peut peut-être mettre Berdych aussi un peu dans les flops. Voilà, bon, exactement. Et dans les Français, à part Tsonga et Chardy, je les ai trouvés à leur niveau, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'ils étaient là où ils devaient être. Et en top, quand même, on est obligé de mettre Tsonga, j'ai quand même été, moi, surpris personnellement qu'il batte Nishikori en quart de finale. Ouais. Donc voilà, je le mets en top. Wawrinka, on en a parlé évidemment. Je vais pas mettre Djokovic, parce que je considère que voilà, même si on en a déjà parlé, on peut pas dire que c'est un flop. Et Nadal, je le mettrai pas en flop non plus parce que je pense que le quart de finale n'est pas du tout allé dans le sens où il aurait pu faire quelque chose après les 2 premiers sets, mais sur le niveau de jeu global des 2 semaines, même si c'est Nadal, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt mieux que ce qu'il avait montré avant. Voilà. Ouais, il a été même meilleur. Il a été meilleur sur Roland que c'était sa meilleure période depuis un an, hein, clairement. Bah ouais, voilà. Je partage. Vous avez aimé le 3e set contre Djokovic? Ah, ok. Vous ne courez plus du tout sur les amortis? Ouais. C'est pas Nadal, ça. C'est pas Nadal qu'on connaît. Non, mais c'était. Il a fait ce qu'il a pu pendant 2 heures et puis sur les premiers tours il avait bien joué. Après bon voilà, on en parlera après. D'accord, mais regardez les premiers tours. Oui, Karl, je suis d'accord sur le 3e set face à Djokovic, mais bon sur les 2 premiers. Nadal, c'est un mec justement qui était un peu comme Connors l'était, c'est-à-dire que pour lui le match n'était pas terminé avant que la balle de match ait rebondi 2 fois. Ouais, après il veut toujours revenir à 40-30, à 3-0, il se tape un let où il peut rien faire. À 4-0, à 30-40, pareil, il se tape un let où il peut rien faire. Bon, il est mené 2-7-0 face à Djokovic. Voilà, c'était pas sa saison. Je crois qu'il faut passer là. Ouais. Bon, on reviendra peut-être à Nadal après d'ailleurs, parce que je pense que ça peut faire une partie du débat pour la suite. Ouais, voilà. Bon, après, les joueurs ont tenu leur rang. Hein. Quand vous regardez les quarts de finale, il y a ouais. à part Joe Wilfried, les 8 sont là, à part Nishikori. À part Berdych, excuse-moi, à part Berdych, les 8 sont là, donc globalement, il n'y a pas eu beaucoup de surprises jusqu'en quart. Ce qui est intéressant aussi, je vais donner mes flops et mes tops après. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que dans les demi-finalistes, c'est quand même la génération intermédiaire, donc la génération qui arrive à la trentaine, et que sur ce tournoi, les jeunes pousses dont quand même les journalistes notamment et puis même les suiveurs du tennis nous disent en permanence ils vont tout casser, ils vont y arriver, etc. Et je parle pas depuis 6 mois, hein, depuis 3-4 ans.
Ouais. Bon, alors, Raonic, il était pas là parce qu'il était blessé, évidemment, donc on peut pas. Ouais, puis c'est pas sa surface, hein, Raonic. Et c'est pas sa surface, mais bon, Nishikori, clairement, quand son gars a élevé son niveau de jeu, bah, on se rend compte quand même de toutes les lacunes encore qu'il y a chez Nishikori pour prétendre à être plus haut. Non, pas Bernard, non. Ah, Dimitrov, Bon, bah, c'est la catastrophe. Voilà. Et puis non, mais il y en a même d'autres. Il y a d'autres jeunes alors qui vont arriver évidemment. Là, c'est ceux qui ont 20 ans, donc on peut pas les juger maintenant. Mais c'est quand même intéressant de voir que encore un Roland Garros 2015, les demi-finalistes, c'est son gars. Ouais, mais le Wawrinka qui ont entre 28 et 30 ans. Le tennis évolue et je crois qu'on assiste quand même depuis quelques temps et on l'assiste d'ailleurs dans la société en entier, un décalage vers des âges plus âgés à même performance. C'est-à-dire ce qu'on faisait il y a 50 ans à 22 ans, on le fait aujourd'hui à 30 ans. Ouais. Et on le voit même aujourd'hui dans le tennis. Ouais. Mais en flop, outre Dimitrov, on peut quand même effectivement mettre cette génération, mais surtout Nishikori que beaucoup annonçaient dans les favoris et qui au final, même s'il a une réaction d'orgueil valeureuse contre Joe, il fait quand même deux premiers sets qui sont absolument catastrophiques. Ouais. Alors, Pas digne d'un joueur de ce niveau. deux petites choses. Il n'avait pas joué sur le central de tout le tournoi. Si, il a joué le premier tour. Comme Wawrinka, hein. Wawrinka Non, n'avait pas joué sur le central avant la demi-finale. Hein. Nishikori, il a joué le premier tour sur le central. Ouais, mais je pense que ça a dû jouer, et je pense aussi que Nishikori, il a joué le premier tour sur le central. Hein. Ok. Alors, excusez-moi, mais il n'a pas beaucoup joué sur le central, donc s'il a joué qu'un match. Et surtout, il y a un truc, je pense que il a pris son gars dans la gueule comme il pensait pas le prendre, avec un revers très 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 solide dans la diagonale et capacité de redirection de la balle de long de la ligne. Et ça l'a complètement éclaté parce qu'il s'y attendait pas, celle-là. Ouais, et puis de son gars, il faut quand même reconnaître qu'il impose un faux rythme chiant, quoi. Ouais. Quand vous êtes un adversaire, il a un jeu où il vous endort plus ou moins, puis il vous break, un peu lancinant, il fait 2-3 fautes, derrière il fait 4 services gagnants. Enfin, c'est pas forcément facile de jouer contre Tsonga. Hein. Et d'ailleurs, il a failli. C'est pour ça, je pense que finalement, Wawrinka, l'adversaire, en tout cas sur les matchs, là où il a eu le plus de difficultés, c'était contre Joe. C'est parce que il a failli tomber dans ce piège-là, je pense, à un moment donné. Notamment, ouais, c'est vrai. Le fait qu'il est absent du premier set. Enfin, Stan est largement au-dessus, et là, même moi, je me suis dit bon, ça va être difficile de pas prendre 3-7. Et finalement, derrière, il revient, mais en s'accrochant, sans non plus aller chercher le public, en restant dans un faux rythme. Voilà, tac, hop, il arrive à faire le break un peu par chance. Mais bon, il le fait. Et dans le troisième set, moi, j'étais le premier, puis je voyais le public qui se disait, mais il va peut-être finalement ce match, il va le gagner. Et en fait, il reste tout le temps comme ça, un peu lancinant, à attendre. Il vous endort. Et Wawrinka a failli craquer. Et franchement, Wawrinka a failli craquer. Et c'est pour ça que je disais pendant la retransmission, ça s'est joué, parce qu'évidemment, donc il y a les 17 balles de break qui ratent, mais s'il en met une, effectivement, à 2-7-1, ça n'aurait pas été le même match, tout simplement. Oui, sauf juste pour... après, je vais m'en aller, je suis désolé. Sauf que si Joe avait battu Tsonga, il aurait pas... si Joe avait battu Wawrinka, il n'aurait pas fait la même finale que Wawrinka face à Djokovic. Hein. Bien sûr. Ça, voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. En même temps, il a pas le jeu pour matcher Djokovic, Tsonga, parce que il a pas cette capacité à taper très très fort des deux côtés. Il a une balle très lourde, mais il tape pas très très fort et il tient pas les échanges comme Wawrinka du fond, qui était largement meilleur que Djokovic dans ce domaine-là. Et puis je pense que tout simplement tu as raison, et en plus sur le format 3-7 gagnant pour Joe contre Djokovic, c'est quasiment injouable. À moins d'un mode Djokovic qui ne joue pas
Ouais. et qui abandonne totalement cette émission impossible. Du coup, moi, j'ai pas donné, je voulais juste donner les tops et les flops, donc bon, je vais pas tous en donner, faire une série puisque on en a déjà donné pas mal. Non, moi, je voudrais donner dans les tops, donc oui, Joe quand même, parce que il a battu Berlic, il a battu Nishikori et il fait un bon match quand même contre Wawrinka. Wawrinka, évidemment, gros top parce que voilà, on vient d'en parler. Et je voulais juste rajouter un top pour Andy Murray parce que je l'ai trouvé très très bon encore une fois dans ce tournoi, encore en progrès. Il travaille son jeu et contre Djoko, j'ai vu la deuxième partie du match là sur le Châtrier. Et il était pas loin quand il gagne le 4e. Après, bon, ça lui échappe un petit peu, mais vraiment. Et puis c'est mieux dans l'attitude. Il lâche pas, mais il est beaucoup moins chiant qu'à l'époque. Son jeu est plus sympa. Il y a plus de variations, notamment en coup droit quand de temps en temps il attend long de ligne là et il avance vraiment dans le terrain. Il lui manque un petit peu d'être encore un peu plus offensif, je pense, notamment pour battre Djoko, parce que dans cette filière-là, forcément, il faut lui rentrer dedans s'il veut le battre. Mais voilà, mais un top parce qu'une demi-finale à Roland après avoir battu Ferrer et 5-7 contre Djoko, ça mérite un top. Effectivement, c'est dommage que Andy rate un peu les deux premiers sets où il n'était pas trop dedans. Parce que quand on voit le niveau qu'il est capable d'avoir sur le 3e et sur le 4e, on se dit vraiment qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dans ce Roland. Il aurait pu piquer la place de Djoko en finale. Ouais, et moi je l'attends là sur Wimbledon. Hein. Je pense que moi je le mets favori à Wimbledon. Hein. En top, on pourrait aussi évoquer Jack Sock qui a fait un gros tournoi qui sort en 3-7 Dimitrov, qui extermine Koric et qui prend quand même un set à Nadal, même si c'était pas le meilleur Nadal qui existe. Il a quand même fait un gros tournoi et on en avait parlé après Houston, c'est un joueur à surveiller. Ouais, t'as raison. Et alors juste, je termine avec moi un flop, c'est on n'en a pas parlé, mais Gaël Monfils. Parce que même si évidemment les huitièmes de finale, finalement, il pouvait pas prétendre à aller beaucoup plus haut, il nous a quand même fait du cirque en arrivant là comme jamais, hyper prétentieux, hyper sûr de lui, encore complètement en diversion. Et une fois de plus, ça lui est retombé dessus parce que là, de dire après le match contre Federer, c'est-à-dire que donc ils se quittent à un set partout, alors qu'il revient bien dans le match et que c'est un match très équilibré. Et on se dit, on est vraiment indécis. Le lendemain, il n'y a pas de match. Et monsieur, en sortant, dit, bah ouais, je suis désolé. En fait, j'ai attrapé froid hier parce que du coup, comme j'avais un peu de temps, je suis allé boire des coups avec des potes de Paris et j'y suis allé en t-shirt. J'avais pas pris de polaire et il faisait un peu froid. Mais est-ce que c'est, mais vous vous rendez compte quand même il dit ça comme ça, mais c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est même pas pour rire. C'est-à-dire que le type, il est en huitième de finale à Roland-Garros, il joue contre le Roger Federer qui dit bon allez à demain machin, qui part à l'hôtel faire des massages et tout, et non, l'autre il dit ah bah c'est cool comme ça, on va aller boire 2-3 coups avec des potes et il attrape mal. Mais c'est voilà, donc flop x100 une fois pour ce joueur. Après mais mon fils, c'est mon fils, les gars. Il a totalement décompressé. Il avait le niveau tennistique pour sortir Federer. Il avait le niveau tennistique pour aller plus loin qu'un huitième de finale. Mais il avait sorti son match. Non, je suis désolé. Mais non. Il faut pas dire ça. C'est pas vrai qu'un mec a le niveau ou il n'a pas le niveau. Quand il a le niveau, on le voit. D'accord ? Il plie le match et c'est terminé. Il y a toujours des excuses bizarres. Il y a toujours des trucs bidons. 2 trucs. 1. Quand ils arrêtent le match à un set partout, on y voit encore. Et il doit dire non, j'arrête pas le match. Parce qu'il est en train de le prendre à la gorge. Federer était mal. Était super pas bien. Faut pas dire non, bah d'accord, tiens, de concert, on arrête. Non, tu continues. On continue jusqu'à ce qu'on n'y voit plus rien. C'est tout. Il a droit de se fâcher avec Federer en disant que lui, il y voit et qu'il a envie de continuer. Federer était ravi que ça s'arrête. Ça, c'est une erreur stratégique monumentale. Première chose. Deuxième chose, oui, il sort voir des canons. Je suis désolé, ça me fait marrer à chaque fois. C'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. C'est un manque de respect au jeu. Quand on a un match aussi important, on rentre, on va se coucher. Pour tous ceux qui ont fait un peu de sport à un niveau beaucoup moins important, quand on voulait des résultats, on n'allait pas faire les cons le soir avant.
C'est des conneries. Ça veut dire qu'il n'a pas le niveau de jeu. Parce que si tu as le niveau de jeu, bah, tu respectes ton niveau de jeu. Tu respectes ta carrière de champion. Tu mets tout au service de ton tennis. Tu vas pas jouer au tennis à 45 ans. Ou alors peut-être, oui, il jouera peut-être le tournoi des légendes. C'est certainement, c'est sûr, il aura bon public. Mais si tu veux vraiment faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire gagner des titres, c'est tout. Le tennis, c'est gagner des titres. C'est pas faire un twinner sur une balle. Non, c'est gagner des titres. Si tu veux gagner des titres, à ce moment-là, tu manges tennis, tu bois tennis, tu dors tennis. Et tu t'entraînes comme un fou. Pendant des années, il ne s'est pas bien entraîné. Pendant des années, il a bouffé des cochonneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça fait que tu n'as pas le niveau parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc, il n'a pas le niveau. Je suis désolé, on ne peut pas dire qu'il a le niveau, il ne l'a pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Karl. Et il a terminé sa conférence de presse en disant « Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Je me rends compte de tous ces trucs par rapport à justement Roger, Djoko, etc. Que vraiment, ils ont plus de sérieux, etc. Donc là, je pense que maintenant, je vais faire le régime gluten de Djoko. » Mais le soir, avec des potes, hein, avant d'aller voir. Voilà, il a dû se dire, mais on n'a pas le droit au McDo là dans le régime. Bon bah non, alors finalement je vais peut-être pas le faire. Voilà. Non, mais enfin, voilà, c'est tout simplement. Moi je trouve ça désolant et je vais pas. T'as raison. C'est désolant pour lui. Hein, c'est surtout désolant pour lui. Nous on s'en fout. Moi personne s'en fout. Ce mec m'a beaucoup énervé pendant des années. Je me suis énervé en disant putain, je comprends pas, il devrait jouer mieux que ça, 93, il devrait monter à la volée, Et finalement, je me suis dit, allez, calme-toi, surtout quand on a commencé Tennis Talk, j'en avais après lui tout le temps. Puis je me suis dit un jour, il nous donne du plaisir ce mec, on s'éclate avec lui quand même sur le terrain, c'est le mec le plus charismatique du tennis en ce moment. Parce qu'on sait très bien quand il va jouer, il va y avoir du spectacle. Alors, c'est pas manque de bol, il n'y a pas eu de spectacle sur les 2 derniers sets qu'il est venu jouer pour son 8e de finale. Mais il va y avoir passer des choses, il va y avoir un coup extraordinaire, il va courir, il va faire quelque chose. Donc, c'est vrai que, mais moi, je le regarde comme étant un showman. Pour moi, c'est un showman. Comme je regarde Dimitrov comme étant une danseuse. Et voilà. Mais ce ne sont pas des joueurs de tennis. Ils n'ont pas le sérieux d'un joueur de tennis. Comme un Murray, comme un Djokovic, comme un Federer, qui aussi a du sérieux, puisque à son âge, il est toujours numéro 2 mondial. Et il fait finalement un tournoi de Roland-Garros qui est tout à fait acceptable, parce qu'il il perd contre le vainqueur, et il fait pas plus mal finalement à part un set de lâcher, mais il fait pas plus mal que Federer, que Djokovic. Et voilà, quoi. Et personne n'est arrivé à arrêter ce train qu'ils ont tous pris en pleine tête. Moi, le premier, je l'avais pas vu venir. Hein. Et donc voilà. Donc voilà, c'est très dommage pour lui, c'est très dommage pour le tennis français. Mais je pense que malheureusement, tous ces joueurs, enfin pas tous ces joueurs, mais je pense que même son gars, il fait pas tout ce qu'il faut pour vraiment aller la chercher. Et c'est là où après, on peut dire aussi qu'ils n'ont pas la même vision du tennis. Federer, il arrive, il veut gagner des titres. Djokovic, il veut gagner des titres. Mon fils, il est juste là pour s'éclater et donner du plaisir aux gens. Mais c'est aussi donner du plaisir aux gens. Regarde Federer, mon fils, il n'y a pas eu de bronca sur Federer énorme. Voilà, les gens l'ont applaudi. Regarde Wawrinka. Wawrinka, lui, par exemple, tu vois, il a eu une bronca de malade. Il y avait d'autres trucs, parce qu'il a failli se bastonner avec les joueurs à Lille et tout, mais il a eu une bronca de malade. Federer, les gens hésitent parce qu'ils se disent c'est quand même un gros type, etc. Oh là là, on a le journal là, excusez-moi. On revient tout de suite les garçons, on a 45 secondes de journal, en avant. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas.
Bonsoir à tous. Un porte-parole de l'UEFA a affirmé que le Premier ministre Manuel Valls s'est rendu à Berlin à l'invitation de Michel Platini pour parler de l'Euro 2016 de football. Lors de leur discussion, le président de l'UEFA et le Premier ministre français ont été rejoints par Jacques Lambert, le président du comité d'organisation de l'Euro 2016. Le représentant de l'Union européenne de football n'a pas précisé le contenu des discussions entre les trois hommes. Pour faire face à un important afflux de migrants sans papier dans les rues de la capitale, la mairie de Paris serait en train de penser à une solution inédite. Les élus envisageraient l'ouverture d'un centre de transit en proche banlieue ou dans Paris intramuros afin de créer un point de fixation. Il s'agirait d'un lieu d'accueil provisoire où l'hébergement sera limité à 15 jours au maximum. Le Sénat a voté ce mardi en le modifiant mais sans changer majoritairement le texte. Le très contesté projet de loi sur le renseignement présenté par le gouvernement au nom de la lutte antiterroriste. 251 sénateurs en majorité à droite mais aussi à gauche ont voté pour. 68 ont voté contre et les autres se sont abstenus. La mère d'un Niçois a engagé une action en justice contre l'État français après le départ de son fils en Syrie en 2013. Elle estime que la police a été défaillante pour ne pas avoir empêché l'adolescent alors âgé de 16 ans de quitter le territoire français. La mère de famille a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser 100 000 € d'amende, mais le rapporteur public a rejeté cette requête, estimant que la police de l'air et des frontières qui a contrôlé le garçon à l'aéroport de Nice n'a pas commis de faute. On revient au football, mais dans l'affaire de corruption, un des trois fugitifs argentins, Alejandro Burzaco, fiché par Interpol et dont la justice américaine demande l'extradition dans le cadre du scandale qui secoue la FIFA depuis 2 semaines, s'est rendu ce mardi en Italie. Dans un entretien à la radio argentine La Red, le chef de la police de Bolzano, Giuseppe Ricario, a indiqué que l'Argentin, également titulaire d'un passeport italien, s'était présenté ce matin en compagnie de 2 avocats dans un commissariat de cette ville au nord de l'Italie. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Ok, on est de retour. Alors, on reprend tout de suite, il nous reste 30 minutes. Alors, avant de reprendre, j'aimerais faire un peu de pub pour une page Facebook qui s'appelle Le Tennis Coule dans mes veines, qui est animée par une jeune fille fort sympathique qui s'appelle Camille Ortega. Elle fait un travail d'enfer. J'ai découvert cette page un petit peu par hasard et c'est une page Facebook où ça parle tennis. C'est très très sympa. Elle fait de la pub pour l'émission, donc c'est génial. Donc s'il y a des gens qui sont sur la page qui nous écoutent ce soir, c'était la première fois et c'est la première fois que vous venez écouter, vous pouvez faire des retours sur la page de Camille. Le tennis coule dans mes veines. Merci Camille, qu'on recevra très certainement quand ce sera un peu plus calme, c'est-à-dire après Wimbledon. Voilà, on y retourne les garçons. Vous êtes tous partis ? Non. Mais on s'est énervé un petit peu sur les flops et sur Gaël Monfils. Mais je pense qu'il faut plus s'énerver sur Gaël Monfils. Ça sert à rien. Il nous donne du plaisir. On l'accepte comme il est. C'est pas un gagneur. C'est un très bon joueur de tennis, un showman, mais c'est pas un gagneur. Mais c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de son tournoi, honnêtement ? Est-ce qu'on va retenir son gros flop contre Federer ou est-ce qu'on va retenir sa remontada magnifique quand il perd 4-1, service à suivre contre Cuevas et qu'il arrive à gagner 6-4 en prenant le public avec lui pour regagner derrière ? C'est ça. On peut retenir les deux. C'est pas très très grave. On peut retenir les deux. On peut dire qu'il a fait un super beau match, qu'il a donné du plaisir aux gens. Je pense que c'est justement ça qu'on va retenir de son tournoi. On va retenir de son tournoi qu'il a donné du plaisir, qu'il a fait un match. Il ne peut pas gagner un grand chelem. Il faut quand même se dire que c'était un junior exceptionnel, Gaël. C'était l'un des meilleurs juniors. Il a failli faire le grand chelem junior. Il a perdu en 2003 à New York. Il gagne donc l'Australie 2003, Roland Garros 2003, Wimbledon 2003. Et il perd parce qu'il était arrivé blessé à New York. Encore une fois, vous avez vu. Il arrive encore une fois blessé à New York et il perd. Et en fait, qui gagne l'US Open 2003 Junior ? Andy Murray. Voilà. Donc, c'est un peu le drame de sa vie, quoi. C'est-à-dire que ça a été un junior extraordinaire, mais ça n'a pas été en senior. Ça s'est pas cristallisé. Il a beaucoup changé d'entraîneur. Voilà, quoi. Il y a pas mal de choses. Mais maintenant, il faut le prendre comme il est. Et je pense qu'il faut plus. Ça sert à rien de le critiquer. Il fera plus rien
il fera plus rien d'extraordinaire. Il peut le prendre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été. Non, mais C'est impossible de dire ça, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de junior, il y a deux autres tops qu'on peut placer. C'est Kokinakis et Kyrgios, qui sont les deux juniors à avoir proposé peut-être le plus beau jeu pendant le tournoi, qui font partie de la génération australienne qui risque de briller et qui sont tombés sur Murray et Djokovic, évidemment, avec Kokinakis qui n'a pas du tout démérité contre Djokovic et qui a montré de belles choses pour l'avenir, et Kyrgios qui se place dans les outsiders pour Wimbledon avec son jeu un peu folklorique, mais qui, au final, sur un match, il peut battre tout le monde. Et je crois pas qu'il puisse battre tout le monde. Je pense pas. Et encore moins sur terre battue. C'est pas en sautant partout, faire des frappes en extension. Je sais pas si c'est ça le jeu sur terre battue. Hein. Justement, sur gazon, Guillaume. Ah oui, d'accord, sur gazon, mais sur terre battue, non. Tu regardes Guillaume. Oui, Guillaume. Et Guillaume est-il là? Oui. Ah ouais, ok. Guillaume qui donnait l'exemple justement d'un Wawrinka qui était bien sur ses appuis quand il faisait ses frappes. Kyrgios, il saute tout le temps quand il fait ses frappes. À quel moment est-il sur ses appuis? Jamais. Je pense que ça, c'est des parties techniques qu'il doit absolument régler s'il veut briller, pas seulement à Wimbledon. Le gazon, ça dure 6 semaines. Hein. La semaine de gazon, ça dure 6 semaines sur une saison qui fait à peu près une 40aine de semaines. D'accord? Donc, il faut quand même, à un moment, prendre les bonnes décisions techniques. Je crois beaucoup plus en Kokinakis et dans sa technique que dans la technique de Kyrgios. Hein. Mais Kyrgios, je pense qu'il peut travailler. Il a quand même. C'est pas qu'il faut, c'est qu'il doit. Il doit travailler, il faut qu'il le fasse très rapidement. Mais au final, il part avec un gros talent. Il a un bon toucher, un grand service. Et il a quelque chose en plus aussi dans son comportement qui est un peu arrogant, mais qui fait qu'au final, il a une confiance totale en lui et que ça lui permet d'aller loin dans les tournois. Et c'est tout l'inverse de Kokinakis, qui justement est beaucoup plus calme. Mais au final, c'est peut-être eux dans la nouvelle génération qui risquent de dominer. Et du coup, c'était assez intéressant de les remarquer tous les deux au 3e tour de Roland-Garros sur des surfaces qui ne sont pas leur surface favorite. Kokinakis, il était pas maladroit. Hein. Pas maladroit pour faire battu. Hein. Non, mais on a deux, à mon avis, et puis il faut pas oublier que notre génération brillante va se retirer. Avec personne derrière. Hein. Voilà, ces joueurs-là, ils ont quand même des potentiels de futurs vainqueurs de Grand Chelem, c'est vrai. Après, ils sont jeunes, ils ont de quoi travailler. Kyrgios, évidemment qu'il va évoluer, il va pas jouer comme ça toute sa vie. Là, il arrive, il va un peu tout casser, il va sûrement se cadrer un peu plus, mais je pense qu'on le verra gagner à Wimbledon peut-être pas sur un Roland, enfin on n'en sait rien. Il a 20 ans, laissons-le aller. Par contre, non, je voulais rebondir sur un dernier truc là quand vous parliez de Gaël Monfils, en disant oui, les gens vont se souvenir que voilà, il est revenu sur Cuevas et tout, etc. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'en souviendrai pas parce que je m'en fous un peu et que ça m'intéresse pas ce genre de performance anecdotique au 3e tour. Par contre, dans les performances des Français, je me souviendrai quand même que j'ai vibré devant Joe déjà contre Berdych quand Berdych est revenu dans le match, et puis surtout contre Nishikori, parce qu'à la fin du 4e, je pense qu'il y avait plus beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait s'en sortir en 5-7, et voilà, c'est quand même le 5e mondial en face de lui, qui était revenu à ce moment-là à un bon niveau de jeu, et il a tenu 2 fois de suite, et voilà. Moi, je me souviendrai de ça, comme je me souviens à l'époque, alors tu parlais tout à l'heure d'Henri Lecomte, moi, c'est un peu ancien pour moi, j'étais très jeune, mais par contre, je me souviens bien des épopées de Cédric Pioline en 98, par exemple, qui avait battu Safin et puis après Arasi en 5-7, alors qu'il était mené 2-7-1 et qu'il avait fait lever le stade. Voilà, alors derrière, effectivement, il n'a pas gagné le tournoi, mais c'est des mecs qui sont quand même allés en demi après des matchs comme ça où il y a eu de l'adversité. Franchement, mon fils qui au 3e tour est revenu de 4 contre Cuevas, un obscur Uruguay. Enfin, je ne demande pas de respect, mais je veux dire, voilà, pour moi, c'est un match dans 2 semaines, je m'en souviendrai même pas, quoi. Voilà.
Oui, mais enfin, c'est un peu le folklore de Gaël Monfils. On sait qu'il a pu le potentiel pour gagner un grand chelem depuis qu'il a découvert que son talent ne suffisait pas à lui tout seul sans rigueur pour gagner des grands tournois. Mais au final, il fait vibrer sur des instants, sur des matchs comme ça. Ouais, mais est-ce que il se fait vibrer aussi. Et c'est ça son objectif dans le tennis, c'est de se faire vibrer lui-même aussi. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis moi, j'ai jamais trop attendu de lui. J'y croyais pas du tout. J'ai jamais cru en fait. Mais par contre, non, est-ce que quand même, ce qui est dommage avec mon fils, c'est que il n'y a pas de match référence en Grand Chelem qu'il ait gagné, hein. Parce que l'année dernière, il était tout près de gagner contre Federer. Il a eu des balles de match à l'US Open, évidemment. Derrière, ça lui ouvrait les demi-finales. Il aurait joué contre Silic. Aussi bien, il aurait pu aller le gagner ce Grand Chelem justement sur un coup de chance. Malheureusement, quand on y pense, finalement, mon fils, moi, je me souviens pas en Grand Chelem, on va dire sur le stade 8e ou quart, au moins, hein. Contre un joueur, un top 10, vraiment un truc emballant. J'ai aucun souvenir de ça. Qu'il ait résisté contre des mecs des top 10, mais qu'il ait résisté, mais il n'en a pas gagné. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'un seul match. Et c'est un petit peu ça qui est dommage, quoi. Parce que Gasquet l'ait pas fait, et il l'a fait d'ailleurs, bon, voilà. Mais que mon fils n'en ait pas un seul dans sa carrière, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est tout. Pas davantage. Ok, pas d'avantage. Donc, alors, on va terminer. Il nous reste 12 minutes. On n'a pas fait les filles, les tops et les flops des filles, les garçons. Mais si, on n'a pas trop fouillé ça, on est resté chez les gars. Donc, on va faire les filles quand même, hein. Ouais, bon, on l'avait fait, hein, les tops avec William, les tops et les flops féminins, et on avait un petit peu commenté. Moi, je le mettrais en top féminin, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire Serena quand même, parce que voilà, 20e Grand Chelem. La Suissesse Bachinski, elle a fait un super tournoi, elle est en demi-finale, elle a une histoire particulière, donc on sait qu'elle avait arrêté, que son père l'avait un peu torturée, qu'elle est partie dans la restauration et qu'elle revient au tennis. Bon, elle est en demi-finale à Roland-Garros, donc un gros top. Et puis Ivanovic, parce que depuis le temps qu'on l'attendait, en deuxième semaine de Grand Chelem, je crois que ça faisait 3-4 ans, ça y est, elle est revenue, elle était en demi-finale et elle était même toute proche de la finale, donc un top, parce que c'est quand même une joueuse intéressante quand elle joue à bon niveau et qui fait plaisir. Et puis moi, mes flops féminins, évidemment Simona Alep, parce que je le reconnais, je l'avais annoncé favorite de Roland Garros en début d'année, et puis même là, je l'attendais au moins en demi. Donc flop pour Simona Alep, mais qui reviendra, hein, je m'en fais pas. Flop pour les Françaises, Caroline Garcia quand même, c'est voilà, il faut le dire, hein, c'est un flop. Et puis flop, est-ce que c'est un flop Carolina Wozniacki, à ce niveau, est-ce que c'est encore des flops? Non. Oui, c'est un flop, Carolina. Mais non, mais personne ne l'attend. Je suis désolé, mon pauvre Karl, hein, je sais bien qu'à chaque fois on en parle, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui l'attends en deuxième semaine de Grand Chelem dans le monde, hein. Moi, je trouve qu'elle est. Elle a montré des choses intéressantes. Elle essaie de changer son jeu. Moi, je l'attends. Je pense qu'on doit l'attendre. Elle se doit de s'attendre déjà elle-même. Elle est cinquième. Ça veut dire qu'elle est en quart dans les grands chelems, ou même mieux. En quart et mieux si affinité. Elle n'a pas le droit de. C'est quand même Eugénie Bouchard. Pardon? L'énorme flop, c'est quand même Eugénie Bouchard, parce que là, on l'a dit au début d'année, on a dit qu'elle allait avoir une année très difficile. Hein. C'est l'incarnation du flop. Hein. Là, clairement, elle est dans autre chose. Là. C'est normal. Hein. Elle arrive l'année dernière, elle ne connaît pas, c'est facile, elle frappe dans la balle, ça rentre. Regarde Madison Keys, J'ai pas d'écho sur sa vie privée, mais à mon avis, je pense qu'elle se croit un peu. Elle est dans autre chose là en ce moment, clairement. Hein. Je sais pas. Moi, je pense qu'elle doit souffrir quand même, parce que quand tu as fait une année comme l'année dernière, c'est-à-dire demi-finale à l'Australian Open, demi-finale à Roland-Garros, finale à Wimbledon, tu dois quand même te sentir un peu mal. Elle a sauvé
Elle a sauvé les meubles en Australie puisqu'elle est allée en quart. Là, à Roland, elle se fait sortir tout de suite. Elle gagne pas de tournoi, elle fait rien du tout. Elle gagne pas de match de suite. Là, à Wimbledon, je pense qu'elle a une pression maximale parce qu'elle risque de repartir très très fort dans le fond du classement, 25e, 30e peut-être. Et là, ça va être difficile après de ressortir en faisant de la performance. Hein. Donc moi, je pense que ça va mal et ça va plutôt très mal et je pense qu'elle doit être plutôt déprimée. Hein. Je pense que, oui, en fin d'année, elle en a vachement profité. Elle est sortie avec sa sœur jumelle, elle faisait des soirées, etc. Et je pense que là, elle est retournée dans le sérieux. Mais malheureusement, elle n'a pas les résultats. Quoi. Ouais. Bon, comme ça. Qui on peut dire, peut-être dans les Françaises, Alizé Cornet quand même. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, Alizé, c'est bien. Bon. Après, moi, je l'ai vu aussi là. Je l'ai vu 2 fois là sur le terrain. Et bon, honnêtement. Je me suis dit, voilà, c'est même très bien qu'elle soit à ce niveau-là. Par contre, elle a clairement trop de lacunes pour intégrer le top 15 ou le top 10, quoi. Voilà. Mais bon, c'était bien, c'était sympa. Bah ouais, c'est pas mal parce que les Françaises, bon voilà, Mladenovic, elle nous a fait vibrer et puis après, là, il y a vraiment un souci psychologique chez cette fille qui n'arrive pas à gagner plus de 3 matchs de suite, quoi. C'est d'affilée, enfin, c'est incroyable. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Elle a tout ou pas? Qui ça? Mladenovic, Kristina Mladenovic. Exactement. C'est bien ce que je me disais la dernière fois, c'est-à-dire que elle, par contre, Mladenovic, je pense qu'elle a. Elle a tout. Tout, j'en sais rien, parce qu'elle est quand même un peu lente. Mais non, mais elle joue super bien en double, ça veut dire qu'elle sert bien, qu'elle retourne bien, qu'elle vole bien. Mais elle est un peu. Elle manque de mobilité et elle manque de relâchement quand même sur ses coups et elle manque de mobilité. Clairement, elle n'a pas à son âge. Pardon? Ça se travaille pas à son âge, ça? Non, mais ça se travaille, bien sûr. Ça se travaille, mais je pense qu'elle le travaille déjà. Mais bon, tu me demandes, je te dis ce que j'en pense. Je la sens quand même un peu lente, un peu lourde par rapport à des joueuses. Et puis, ça manque un peu de légèreté et de facilité dans ses coups. Voilà. Mais par contre, effectivement, non, elle retourne bien, elle sert bien, elle volaille bien, elle est puissante. Elle peut intégrer le top 20, par exemple, dans cette époque du tennis féminin. Elle devrait être dans le top 20 et pas végéter à la 60e place mondiale. Mais oui, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi son jeu n'est pas plus orienté vers l'attaque. C'est ça que je trouve mystérieux. Je pense qu'elle mesure 1m85, cette fille, c'est énorme, 1m85. Elle est aussi grande qu'une Serena Williams. Qu'est-ce qu'elle progresse à son rythme. Il va falloir la voir là sur la saison. Ce sera intéressant de voir si elle est enfin capable de bien jouer sur gazon, par exemple. Ouais, enfin, moi, je sais pas, ça a été ça a été vraiment ma crispation, quoi. Une nouvelle fois, j'étais un peu crispé parce que je me suis dit, c'est pas possible. Elle fait une grosse performance, elle sort une joueuse. Derrière, elle a vraiment, et puis elle craque alors qu'on aurait vraiment souhaité. En plus, elle. Oula, je t'entends pas. Qui sont penchés sur son berceau. J'ai vraiment du mal. Peut-être qu'elle a trop de dons. Oui. Ah. Bah, il est parti. Notre ami Karl a été. Ouais, alors. On va reprendre. On parlait de Kiki Mladenovic, effectivement. Peut-être qu'on pourrait terminer là, justement, sur ces 10 dernières minutes en se projetant un petit peu sur ce que peut être sur le cas Rafael Nadal, en fait. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Rafael Nadal, il est clairement plus haut niveau là depuis 1 an. Il a vécu quand même sa meilleure période sur un tournoi avec ce Roland. Mais je sais pas ce que tu en penses, Enzo, pour la suite. Moi, personnellement, ça me paraît quand même très très compromis. On l'avait dit en début d'année avec Karl plusieurs fois dans l'émission en se disant que on le voyait pas aller loin à Roland et que s'il allait pas loin, il serait peut-être même capable de peut-être arrêter ou de tirer sa révérence un peu tôt. Je sais pas ce que tu en penses, mais
voilà, clairement, l'empereur est descendu de son trône. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et comment est-ce que toi tu vois la situation pour lui? Après, là, je pense qu'il peut arriver pas mauvais à Wimbledon, faire une deuxième semaine, faire quelque chose, parce que il va faire une préparation de tournoi avant d'y aller. Il sera jamais aussi bien préparé sur gazon pour retrouver un peu de confiance, un peu de sérénité. Et après, espérer que le tableau soit clément, pourquoi pas faire un quart, un gros exploit, une demi, et retrouver de la confiance pour les tournois à venir. Mais clairement, c'est plus un. Il est pas considéré comme favori à Wimbledon. Il peut, à mon avis, il y a quelque chose, un problème dans son staff. Il doit aller plus vers l'avant, il doit mieux servir. Et là seulement, on pourra avoir une résurrection. Est-ce que tu pourrais préciser ta question? Il y a un problème dans le staff. Précise est-ce que tu peux préciser ton idée? Parce que le staff est le même, c'est un staff qui a été gagnant. S'il y a un problème dans le staff, quel est-il? C'est que justement, il a été gagnant, mais maintenant, le tennis évolue, son corps évolue, et il peut pas continuer à faire la même chose. Il a plus les capacités de rester à attendre que l'autre perde des échanges. Il peut plus. Il a plus les capacités de faire ça pendant 3-7, 4-7 ou 5-7. Il a plus les capacités de le faire. Et c'est là où il faudrait qu'il change, qu'il ait une approche différente, tu voudrais dire que tu voudrais changer Rafael Nadal en un serveur volleyeur? Non, mais qui joue un peu comme en fin 2013 sur la tournée américaine où il était très très agressif. Sur l'eau, non mais d'accord, mais là il marche sur l'eau, il est en pleine confiance. Quand tu es à ce niveau de confiance, tu frappes dans la balle les yeux fermés. Demande à Guillaume, quand tu es à ce niveau-là, tu ne réfléchis même pas, c'est instinctif. Oui, mais et justement, il faudrait qu'il arrive à travailler pour retrouver cette confiance-là. C'est pas possible. Non, mais est-ce qu'on peut travailler la question? Moi, c'est ce que je voulais demander, parce que là, du coup, toi, t'en parles de manière assez positive. T'as l'air d'y croire. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. J'y crois pas du tout. Et je pense que là, il est en pleine crise de confiance pour la première fois de sa carrière, en voyant que, au-delà du fait que Djokovic l'ait battu, parce qu'il aurait pu le battre, effectivement, mais voilà, il y avait encore cet aspect mental qui primait, et il ne le battait plus qu'à Roland depuis 2-3 ans, ou presque. Là, c'est que, clairement, Nadal, si on regarde le classement cette semaine, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de joueurs maintenant qui lui paraissent supérieurs, ou en tout cas dont on pense qu'ils peuvent le battre. Moi, quand tu me dis qu'il peut aller chercher une demi-finale à Wimbledon là, déjà on est classé 10e mondial, donc tête de série numéro 10 à Wimbledon, mais ça me paraît complètement illusoire. Franchement, s'il passe le 3e tour, je trouverais que ça sera une bonne performance. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que je parle évidemment du tableau. S'il se prend un tableau avec un Kyrgios au 3e tour, un gros serveur encore en 8e, un Feliciano Lopez, et dès l'écart, un Djokovic ou un Murray, évidemment que c'est mort. En 8e, il peut prendre un Raonic en 8e. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, il peut prendre un Kyrgios, il peut prendre un Tomic, il peut perdre aussi contre, je sais pas, sur gazon, sur Kohlschreiber. Comme Brown, quand il avait perdu à Halle, il peut perdre contre Brown qui servait à 140 miles. Ouais. Il peut perdre contre Kohlschreiber, il peut perdre contre Thiem, il peut perdre contre Sock, il peut perdre contre. Il peut pas perdre contre Thiem. Il peut perdre contre Koric, il peut perdre contre Verdasco sur gazon. Non mais franchement, hein, moi c'est pas forcément sur Wimbledon que je me pose la question. C'est là après la saison qu'il vient de faire sur terre battue. Est-ce que on peut vraiment croire que tout simplement, est-ce qu'il peut aller gagner ce 10e Roland Garros un jour, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il peut regagner un titre du Grand Chelem? Pour moi, la résurrection de Nadal ne passe pas par la terre battue, mais par le dur américain. C'est l'endroit où, en se modernisant un petit peu, c'est l'endroit où il peut faire le plus. Est-ce qu'il peut se moderniser? Est-ce qu'il peut se moderniser en sachant que c'est un type qui aime les habitudes?
qui a toujours posé, maintenant ça fait 12 ans qu'on le connaît, il pose ses bouteilles au même endroit, il marche pas sur les lignes, il apporte ses 2 serviettes au ramasseur de gauche ou au ramasseur de droite. Tu te rends bien compte que mentalement, c'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre qui n'est fait que d'habitude. Si tu exploses son cadre qui est fait d'habitude, qu'est-ce que tu vas en sortir? Certainement pas grand-chose. Mais n'oubliez pas, comparer, oui, il a toujours ces habitudes-là. Mais regardez maintenant, comparer le Nadal de 2006 à Wimbledon et le Nadal de 2013, imaginons, sur dur, il y a quand même des évolutions techniques, il est capable d'évoluer techniquement. Oui, il a servi beaucoup mieux, il faisait plus la même chose de décaler son coup droit pour le jouer le long de la ligne, mais pour le jouer décroisé. Ça, c'est ce qu'il avait changé parce qu'il avait été archi battu et explosé en 2011 par Djokovic qui attendait son coup droit le long de la ligne décalé sur son revers à 2 mains et qui croisait. Donc il a été obligé de s'offrir une option supplémentaire. Mais ça, c'était une obligation, sinon il aurait perdu tout le temps. Donc si tu veux, mais globalement, pour évoluer dans son jeu, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Il doit prendre la balle plus tôt, donc il doit être plus près, donc il doit être plus en jambes. Est-ce qu'il a les moyens physiques de pouvoir jouer ce type de jeu? Regarde, Roger, en 2013, il était lent, apathique, il avait perdu son coup de main. Il fait une grosse saison 2014. Il est blessé au dos. Oui, et puis Roger Federer, faut pas oublier un truc, c'est que Roger Federer aussi, il s'est à un moment donné où ça allait quand même beaucoup moins bien, il a dû changer quelque chose et il a appelé Stefan Edberg à la rescousse, qui effectivement depuis 1 an et demi, on a l'impression qu'il lui a donné quand même pas mal de clés parce qu'il a regagné des Master 1000, il monte beaucoup plus au filet, il écourte les échanges. Alors évidemment sur terre battue ça commence à devenir compliqué, mais c'est normal. Mais par contre sur les autres surfaces, il est redevenu excellent et je pense que à Wimbledon, il sera dans le dernier carré, il devrait être dans les favoris. Par contre, Nadal, moi je pense, au-delà de l'aspect physique dont vient de parler Karl, c'est pas en continuant avec le même staff depuis qu'il a 10 ans qu'il va révolutionner son jeu à 30 ans. Hein. C'est mais pas avec Nadal. Tu penses qu'il peut changer de staff alors qu'il aime avoir le cocon familial autour de lui. Exactement. Il est toujours chez ses parents, etc. Attention. Pas forcément le changer, mais l'adapter. Il peut garder Tony et prendre un conseiller. C'est pas possible. Il va mieux servir un Ivanisevic. Mais c'est pas possible. Tu vois bien que Tony, il a la main. Surtout Tony, il parle. Il lui fait du coaching pendant les matchs. C'est lui qui parle. C'est lui qui va en conférence de presse. C'est lui qui donne les messages, etc. Effectivement, par exemple, dans des champions espagnols qui sont très investis dans le tennis et même qui ont été capitaines de Coupe Davis, ou justement, même quelqu'un comme Carlos Moya, qui en plus de ça était son idole de jeunesse, qui a gagné, qui a fait une super carrière. Moi, je me suis toujours dit, tiens, c'est vrai que Nadal, c'est bizarre qu'il n'ait pas demandé à Moya, par exemple, de l'accompagner à un moment donné dans sa carrière, parce qu'il aurait pu lui donner ce petit truc en disant, allez, on va rechanger un petit peu ça. Comme tout le monde cherche des anciens grands joueurs, Moya, je le verrais parfaitement avec Nadal, parce qu'en plus, il y aurait l'aspect familial qui serait là, il le connaît depuis qu'il est tout petit, etc. Mais je pense qu'il le fera même pas, même ou Ferrero, ou Albert Costa, ou Correggia, ils sont tous impliqués, ces joueurs-là, hein, dans le tennis actuel. Mais non, il veut continuer avec Nadal, avec Tony, avec sa petite équipe, avec ses petites habitudes, et je pense qu'il ira jusqu'au bout de sa carrière avec eux. Il mourra avec eux. Il a gagné avec eux, mais il mourra aussi avec eux. Mais il faudrait juste qu'il apporte un complément au service. Je pense que son renouveau passe surtout par son service. Il a très très mal servi à Roland, et un Nadal qui sert bien, c'est injouable. Un Nadal, c'est plus injouable. Bon, on terminera sur ces mots-là. Merci les garçons, vous avez été exceptionnels. Merci vos commentaires, vos analyses. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une émission un peu plus calme, un peu plus lente. On va commencer à vous entretenir de la saison sur gazon qui a déjà commencé avec pas mal de tournois.
dont on parlera. Hambourg qui est passé de la terre battue au gazon. On a Sartogenbosch, on va avoir tous ces tournois. Et moi, je vais voir la semaine prochaine, je vais aller voir le Queens, les gars. Voilà, je vais un peu faire mon Guillaume. Allez, bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ciao. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One.